Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie, directeur des études de Crédit Logement CSA, de l'Observatoire Clameur sur l'Observatoire des loyers, l'évolution des loyers dans le privé, mais également du baromètre LPI sur les prix, grand spécialiste des questions relatives au logement et à l'immobilier. Alors, on démarre tout de suite. Comment se porte la conjoncture immobilière en ce mois de mars ? Pour le moment, tout le monde est encore très heureux des chiffres qui ont été annoncés pour 2017. Pour autant, il faut se souvenir que la demande a véritablement commencé à s'affaiblir à la fin de l'été 2017. D'ailleurs, pour prendre que cela, la Banque de France, dans sa publication de la semaine dernière, nous rappelle que depuis 10 mois déjà, la demande de crédit a décroché. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que, à peu près sur tous les marchés, des particuliers, mais aussi, si on regardait du côté des organismes d'HLM, sur tous les marchés à peu près, nous avons un choc qui a duré 3, 4 mois, 5 mois, et qui correspond à peu près à 10% de l'activité. D'accord. Pour le moment, on n'a pas encore vu tout cela. Disons que cela signifie que sur les prochains mois, nous allons progressivement descendre une marche. C'est-à-dire qu'il y a un décalage en fait entre les chiffres que l'on a et la réalité du marché. Chiffres et la réalité du marché. D'accord. Pour prendre un exemple, la construction de maisons individuelles, d'accord ? La construction de maisons individuelles, c'est quand même moins 12% en novembre, moins 20% en décembre, moins 20% en janvier. Là, c'est un peu amplifié par la remise en cause du prêt à taux zéro, la suppression des aides personnelles à l'accession à la propriété, mais... Prêt à taux zéro qui sera moins intéressant, en tout cas dans les zones rurales, zones B2 et C. Hein. Tout à fait, oui. Mais pour autant, la suppression des aides personnelles à l'accession produit un impact sur les zones B1 et A qui sont comparables en ampleur. Donc tout cela a une conséquence. Nous avons un marché qui s'est fragilisé parce que la demande, aujourd'hui, a du mal à supporter les hausses de prix que l'on a pu constater par le passé. Alors, hausse de prix, pas partout. Essentiellement Paris, Lyon, on peut dire en fait Bordeaux. Ce sont vraiment les grandes villes où il y a des augmentations près de 10% sur un an, oui. Oui, bien sûr. Là, on prend les grosses villes, hein, Paris, Lyon, Bordeaux. Mais voyons bien qu'ailleurs, sur beaucoup de territoires, Rennes, Nantes, par exemple, Brest, ça laisse tout le monde perplexe. Hein. Nous sommes sur des augmentations de 4-6% sur un an. Or, la demande ne peut pas supporter cela. Surtout que ces augmentations datent depuis un an et demi. Donc le pouvoir d'achat de la demande s'est bien effrité jusqu'à présent. Pourquoi le printemps 2017? Jusqu'à présent, l'amélioration des conditions de crédit permettait de compenser cela. Ce n'est plus le cas. Et d'allonger les durées de remboursement. Allonger les durées de remboursement, mais faisons bien attention, c'est un phénomène déjà ancien. Hein. Ouais. Et en gros, en 2017, les durées sont allongées 4 mois pour tout le monde, hein, pour les petits durées, le neuf, l'ancien, etc. Et au cours des 4 dernières années, c'est 14 mois d'augmentation. Donc c'est une augmentation qui est quand même déjà ancienne, qui est inscrite dans ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de crédit. Or, il se trouve que depuis quelques mois, ces conditions de crédit ne sont plus suffisantes. Pour expliquer ça simplement, depuis septembre, hein, au cours des 6 derniers mois, en gros, l'amélioration des conditions de crédit a compensé juste un petit quart de la hausse des prix de l'immobilier. Alors évidemment, il y a des territoires où les prix baissent, mais les territoires où les prix baissent, ils n'auraient pas besoin à la limite d'une amélioration des conditions de crédit. La situation économique sur ces territoires-là est telle que de toute façon, les prix se sont bien souvent, je ne vais pas dire effondrés, mais ont fortement reculé. Oui. On le sait, il y a des villes, Le Havre au hasard, Le Havre c'est une ville qui voit ses prix, etc. Ensuite, l'effet TGV, souvenons-nous, cet effet TGV, il n'a pas eu que des impacts positifs. Le Mans est contourné. Oui.
Donc les prix baissent sur le Mans. Donc l'attractivité en fait, Partout, des taux d'intérêt ne compense pas et ne rattrape pas en fait ce phénomène de hausse des prix de l'immobilier que l'on constate dans les grandes villes. Ce n'est plus suffisant. Et de toute façon, la hausse des prix de l'immobilier a partout dégradé la solvabilité de la demande. Sur des territoires où on a eu des hausses rapides, et pourtant sur des territoires qu'on qualifie d'attractifs. Le Sud-Ouest, par exemple. Voyons tout de même qu'il y a eu une formidable transformation de la nature des acheteurs. Nous sommes aujourd'hui sur le phénomène de gentrification qui a fait couler beaucoup d'encre au milieu des années 2000 pour parler de Paris et l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est ailleurs, et cela modifie en profondeur la consistance du marché et sa réponse aux stimuli qui étaient les stimuli qu'on considérait comme essentiels, par exemple les taux, les soutiens publics, etc. Y a-t-il donc un retournement de tendance? Et selon vous, c'est important, est-ce que les taux d'intérêt vont rester attractifs quand même, disons, sous la barre psychologique des 2% jusqu'à la fin de l'année 2018? Alors, le retournement de tendance, il a déjà eu lieu. J'illustre ça en disant « nous avons déjà descendu la marche et cela prendra plus ou moins de temps suivant les marchés ». En revanche, soyons clairs, nous n'avons pas d'inquiétude sur l'évolution des conditions de crédit, sur les taux des crédits immobiliers d'ici la fin de l'année, voire d'ici l'été 2019. Ni dans la stratégie qui est celle aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, ni dans l'évolution des marchés, sauf catastrophe internationale, nous ne voyons d'augmentation véritable du coût des ressources. Pas de signaux à l'horizon de remontée brutale de taux d'intérêt. Pas de remontée brutale, une remontée douce, tranquille, qui grappillera quelques points, voire un petit nombre de dizaines de points de base et qui nous conduira le 1,47 qu'on a connu fin février, nous conduira vers les 1,65, 1,70 au maximum. Donc on n'est pas sur une désolvabilisation de la demande par les conditions de crédit. Le projet de loi sur le logement, le projet de loi Élan, sera présenté en Conseil des ministres le 4 avril prochain. On en connaît, on va dire, les grandes lignes, même si tout n'est pas joué, puisque ça a été transmis au Conseil d'État. Qu'en attendez-vous et va-t-il impacter le marché? Alors, on sait que les interventions publiques de cette nature ont un impact qui est un impact, comme on dit, au premier chef psychologique. Le message qui est envoyé est un message fort, notamment pour des investisseurs, notamment pour des propriétaires bailleurs, parce que c'est à cela auquel vous songiez. Et il est clair que entre les avant-projets de loi qui avaient circulé sous le manteau, comme on dit, le projet de loi qui avait été présenté en préparation de la conférence de consensus et que tout le monde avait lu en long, en large et en travers, et le projet de loi qui est aujourd'hui à l'examen du Conseil d'État, il y a un glissement sémantique, comme on dit de manière élégante, entre, au départ, il faut développer des observatoires locaux des loyers. Parler d'encadrement des loyers, oui. Il faut développer des observatoires locaux des loyers, mais cela n'aura rien à voir avec l'encadrement. Et la version que tout le monde voit aujourd'hui, qui est l'encadrement des loyers sera mis à titre expérimental sur toutes les grandes métropoles, si elles en font la demande. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Vous savez ce que cela signifie pour un investisseur 5 années. En gros, c'est au-delà de l'horizon prévisionnel qui est le sien. Donc, le message qui est envoyé est un message qui est négatif de ce point de vue-là, fortement négatif, sans que cela en plus n'ait de rapport avec ce qu'est la réalité des marchés. Souvenons-nous, en 2017, à moins 0,1% de baisse des loyers de marché, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, etc. Oui, pour une inflation 1,2%. Et quand on regarde, il n'y a aucun territoire, ni ceux qui étaient antérieurement couverts par un dispositif d'encadrement, ni les territoires ruraux, il n'y a aucun territoire qui peut se prévaloir d'autre chose qu'une baisse des loyers. D'ailleurs, entre deux locataires, le loyer a baissé
presque partout, avec des diminutions sur des territoires qui sont des territoires ruraux profonds, qui n'ont absolument pas connu et qui ne connaîtront jamais une tension sur le marché. Donc, partout, le marché est fragile. Partout, depuis plusieurs années, les loyers stagnent ou baissent. Et une disposition de cette nature laisse perplexe parce qu'il n'y a aucune raison véritable du strict point de vue économique. On ne voit pas trop d'ailleurs quels sont les objectifs environnementaux qu'il peut y avoir, et on ne comprend pas non plus quel est l'intérêt social de mettre cela en œuvre. Parce que je rappelle, et c'est bien de le savoir, il y a plus de ménages pauvres et très modestes dans le parc locatif privé que dans le parc locatif social. Il est bon de rappeler que plus de la moitié des locataires du parc privé bénéficient des aides personnelles au logement, etc., etc. Donc on ne peut pas dire, et je vous arrête tout de suite, y compris sur Paris intramuros, donc on ne peut pas dire que de toute façon, le parc locatif privé ne remplit pas de fonction sociale aujourd'hui. C'est une réalité, il remplit cette fonction, et un encadrement des loyers sera très très mal vécu, d'autant plus que l'alourdissement de la fiscalité directe, indirecte, nationale et locale vient renforcer la négativité des signaux qui est transmis. Professeur Michel Mouillard, merci beaucoup. Et bonne journée. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.